Association des Nouveaux Mondes depuis 2008, un pont entre sagesse ancienne et nouvelles sciences. Bonjour à toutes et à tous. Alors aujourd'hui, nous avons le plaisir de recevoir Lulu Lumineuse. Bonjour Lucie. Bonjour Philippe. Merci d'avoir accepté l'invitation. Alors pour ceux qui ne te connaissent pas encore, je ne vais pas te demander de te représenter parce que je crois que tu l'as fait 1000 fois. Et je vais essayer de voir un peu comment moi je te présenterai, si ça t'amuse. Et comme ça, tu pourras peut-être certainement corriger. Voilà. Alors pour moi, je te vois un peu comme la grande sœur spirituelle du net, qui vient un peu répandre un peu ces messages, donc avec de la joie. Tu es aussi brillante parce que tu t'étayes, tu es douce. Mais aussi, tu as ton franc-parler, tu as ton humour bien à toi. Donc, c'est des enseignements très, très vivants. Et donc, tu es marié, tu as 2 enfants. Et qu'est-ce qui caractérise Lucille par rapport à ce qu'on va voir ce soir? Eh bien, a priori, certains sont tombés dans la marmite du subtil, mais toi, en fin de compte, tu n'en es jamais sorti. C'est comme si le voile de l'oubli de nos incarnations t'avait oublié, et ce qui te permet encore de continuer de travailler, de voyager à travers toutes ces dimensions et nous rapporter des messages d'évolution. Et tu es aussi très généreuse et productive dans tes partages parce que c'est des centaines de vidéos, des livres, des cahiers pratiques, des jeux, je crois, j'en oublie, et tout est libre d'accès gratuitement sur ton site. Donc, tu es vraiment au service de l'évolution spirituelle et c'est très, très appréciable. Voilà un peu comment je te vois. Est-ce que tu as des choses à rajouter ou à corriger? C'est drôle dans ce sens-là, je trouve ça drôle. Le voile de l'oubli, j'ai quand même, faut savoir que, euh, tu sais, même les plus grands, par exemple les maîtres des rayons comme Kuthumi ou El Moria pour le rayon bleu, Kuthumi pour le rayon jaune, je les appelle par les noms qu'on connaît le plus, mais c'est pas forcément leur vrai nom. Même eux, quand ils sont venus s'incarner à plusieurs reprises à la surface de la Terre chez nous. Même eux, on passe par un voile quand même de l'oubli, mais disons que tu arrives quand même avec ta conscience. Et le fait que tu arrives avec ta conscience fait que tu te souviens, que tu as conscience de comment tu fais pour te souvenir. Je dirais que c'est plutôt comme ça. Parce que certains enfants, par exemple, ne passent pas par ce voile de l'oubli et surtout, par exemple, dans les Malmorts, ils se souviennent généralement entre 4 et 5 ans, tu vois, de probablement leur vie juste d'avant. Ça arrive. Donc ça, c'est le voile de l'oubli qui a laissé un tout petit peu une petite fenêtre. Et ils se souviennent parfois comment ils s'appelaient, quelle langue ils parlaient, où ils habitaient, beaucoup de détails. Et généralement, vers 7 ans, ils vont commencer à tout oublier. D'ailleurs, il faut qu'ils oublient. Euh, la différence avec ça, c'est que toi, en tant qu'âme, en tant qu'énergie, tu viens avec euh, pas la conscience, le degré de conscience que tu as emmagasiné. Donc, quand tu viens avec ça, tu viens avec cette conscience-là, tu es la conscience. Ce que tu es, c'est la conscience. Donc, je suis venue avec cette conscience-là, et dans cette conscience-là, je savais comment me souvenir profondément de quelque chose. Tu vois, c'est comme vraiment quelque chose de naturel. Par contre, tu n'as pas forcément la maturité mentale, émotionnelle, psychique pour pouvoir expliquer ses souvenirs et les resituer dans un temps ici, tu vois, dans un temps, dans une incarnation maintenant, tu vois ce que je veux dire? Et ça, par contre, c'est un chemin que tu dois prendre le temps de faire parce que tu dois retrouver comment expliquer tout ça, comment enseigner ce que tu sais et comment enseigner, ça fait pas tout, il faut aussi comprendre la manière dont tu peux l'expliquer aux autres. Et disons que moi, j'ai passé surtout mon temps à grandir avec tout ça, à dealer tout Bien. ça, et ensuite pour pouvoir être à même de pouvoir diffuser et donner ce que j'ai à donner. Voilà. Et c'est pour ça que je n'arrête jamais de donner et que je suis assez, oui, euh, productive là-dessus, parce que finalement,
qu'est-ce que c'est la vie si ce n'est donner ce que tu as à l'intérieur de toi, tu vois? Donc si tu viens et que tu as beaucoup de choses à partager et à donner, moi je trouve que c'est ce qui fait le plus vibrer. C'est comme si, tu vois, t'es un soleil, bah, tu vas jamais t'arrêter de rayonner, en fait, tu vois? Et je passe mon temps à faire ça parce que je ne cherche pas autre chose que, bah, donner ce que j'ai à donner, tu vois? Donc Très oui. bien. Et tu le fais bien, et tu donnes beaucoup. Et Merci. alors, ce soir, si tu es d'accord, j'aimerais qu'on balaye eh bien, le voyage d'une âme et peut-être même au-delà, c'est-à-dire remonter à la source et de savoir comment se fait-il que de la source, nous soyons là tous les deux, avec nos petits personnages, en train de discuter alors qu'on est tous les deux la source. Ouais, c'est beau, hein? Oui, Justement, parce que c'est vrai qu'on situe la source. Nous, en tant que personne de forme, on situe les choses, on les formalise parce qu'on adapte les choses par rapport à notre image, à notre propre image. Et on est obligé de créer la forme pour conceptualiser les choses. Par exemple, on dit remonter à la source parce qu'on la situe au-dessus. Mais finalement, la source, elle n'est ni au-dessus ni nulle part, hein. Elle est partout et elle est ce qu'elle est. D'ailleurs, elle n'est même pas définie par une forme, elle n'est définie par rien d'autre que ce qu'elle est, elle. Et donc, la source, il a bien fallu qu'elle puisse justement s'apprendre et se connaître. Et pour s'apprendre et se connaître, elle a dû créer justement un étirement, une extension, et elle a dû s'étirer pour créer la forme qui a créé différentes strates de temps et de matière à plusieurs degrés de vibration différentes pour s'explorer elle-même et pour se connaître elle-même. D'ailleurs, si on n'était pas plusieurs êtres humains sur cette sphère, toi et moi, on ne pourrait pas savoir qu'on est un être humain. Parce que si on est tout seul à être un être humain, on ne peut pas savoir qu'on est un être humain. Tu vois? Et c'est comme la source a dû s'individualiser parce que comme ça, eh bien, chacun de nous fait le travail de se connaître. Mais finalement, qu'est-ce qu'on essaye de connaître à part la conscience qui nous anime? Parce que le vrai travail de se connaître, c'est pas de connaître notre personnage, c'est de connaître finalement la lumière source qui nous anime. Donc c'est le travail de la source qui essaye de se connaître elle-même, qu'on est en train tous de réaliser. mais par contre, donc la source est donc, comment dire, inqualifiable parce que elle est rien, elle est tout à la fois. Elle est non. Si on devait la rapporter, par exemple, à un chiffre, ce serait le zéro. Ça veut dire que c'est tous les potentiels. Et c'est pas encore manifesté, c'est ça. Tous les potentiels, c'est un. Ça veut dire que la source est un, unité, et la source devient 11, la multiplication. D'abord, ça passe de là, et c'est pour ça qu'il y a des chiffres maîtres comme ça qu'il faut Ouais. comprendre. Et c'est pour ça aussi que les mathématiques divines des Égyptiens partaient de ces chiffres sacrés. C'était justement pour expliquer la multiplication de la source. Mais la source est d'abord un, c'est l'unité. D'ailleurs, la première dimension, c'est justement la dimension de tous les possibles, de tous les scénarios. Dans cette dimension-là, tout peut être extrait, mais rien n'est déjà existant. On a des scénarios qui se créent en fonction de la vibration, on a les dimensions, les espaces. On peut dire qu'à travers les dimensions, on va choisir euh, des perspectives, des axes de développement. À travers les dimensions, contrairement à ce qu'on croit, on ne monte pas d'une vibration à une autre ou d'une dimension à une autre, on est tout ça en même temps. Mais nous, là, on a fait l'expérience de ce qu'on appelle cette troisième dimension, qui est une dimension dans une densité matérielle et physique, mais on est quand même animé intérieurement par toutes les autres dimensions. Donc, on fait quand même cette expérience-là de amener notre conscience individualisée dans ce temps et cet espace, mais pour autant, on vit aussi dans tout le non-temps et tout le non-espace en même temps. C'est ça qui est difficile pour nous de comprendre. Et donc, on est individualisé et multiplié. Comme ça, on se crée des relations et puis comme ça, on s'apprend tous ensemble. Mais on pourrait aussi comprendre que
toute l'individualisation, par exemple, des espèces sur une sphère, c'est la conscience elle-même de la sphère. Ça veut dire que nous sommes la conscience de la Terre. Nous ne sommes pas simplement des gens qui vivent sur la Terre. Nous sommes issus de la Terre, à travers le cosmos. Donc nous sommes la conscience de la Terre en expression. Et le reflet de ce qui se passe sur la Terre est le reflet de la conscience que nous, on a ouvert. Regardez qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qu'on développe, est-ce qu'on l'aide ou est-ce que comment on la voit. Et comment on la voit, la Terre, ça nous montre à nous comment on se voit, comment on se respecte, comment on se considère. Et finalement, dans cette grande expression, c'est comme si dans tous les potentiels de la première dimension, mais aussi dans toutes les figures, tous les axes de la 6e dimension, ça c'est un peu plus complexe, mais dans les dimensions qui nous permettent de choisir justement, on va dire, des courants, Alors, eh bien, on a choisi. Est-ce que tu pourrais Ouais, expliquer la notion de dimension? Parce que c'est vrai que c'est des termes qu'on entend un peu à toutes ouais. les sauces. Qu'est-ce que c'est la première, la deuxième, troisième, quatrième, cinquième, par exemple, Tu veux dimension? rentrer dans ce détail? Non, 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 La non, mais première, grosso modo, dans les grandes lignes. grosso modo, très grosso Ouais. modo, la première, c'est le grand potentiel de tout. La deuxième, c'est on va permettre d'individualiser la conscience. Regarde, tu as la première, la source. Mais regarde, quand la cellule va se multiplier, tu as la première division de la cellule. Mm. La deuxième, c'est le départ de l'individualisation, justement, de la source, qui va nous permettre d'être ce deux, finalement. Mm. Et puis, dans la troisième, vu qu'on est devenu deux et on est devenu dense, on est là, on expérimente la forme. Dans cette quatrième dimension, on est la conscience au-dessus qui sait que on expérimente dans la forme. Mm. Et au-delà de ça, dans cette 5e dimension, on est l'archétype, on est tous ces courants qui forment cette conscience individualisée qui est en train de s'exprimer dans la forme et dans la matière. Et au-dessus, dans cette 6e espace, tu vois, on peut aller très loin. On est au niveau de tous les scénarios de l'idée, toutes les idées qui vont atterrir, qui vont ensemencer. On peut regarder chaque dimension d'un point de vue de nos corps éthérés, puisqu'il nous a fallu tout traverser. On est l'expression nous-mêmes, chacun de nos corps, de différentes strates, de toutes ces strates, finalement, dans lesquelles on vibre, tu vois, Tu hein. parles des corps subtils, c'est ça? D'accord, Exactement, parce que si tu d'accord. Ouais, regardes, tous nos, ouais. nos couches Mm. vibrent à une certaine fréquence, Mm. et chacun vibre dans sa propre strate. Et évidemment, nous, là, on peut voir que notre corps physique, dans la matière physique. Mais si on regarde avec des yeux qui ne sont pas nos yeux physiques, on verrait nos corps éthérés aussi. D'accord. Ouais. Et finalement, c'est vrai qu'on se perd un petit peu parce que ici, quand on veut s'ouvrir à tout ça, il faut qu'on mette une distance. On se dit, on va remonter à la source. Mais oui, mais pourquoi je suis descendue? Donc, à quoi ça sert que j'ai voulu expérimenter de ça? Pourquoi je voulais souffrir là-dessus? Non, c'est parce que tous les grands courants, toutes les grandes idées de la création qui étaient dans la 6e, j'ai voulu les essayer. Ah, ça fait quoi, du coup, de se sentir petit? Ça fait quoi de se sentir perdu? Ça fait quoi de... Qu'est-ce que ça veut dire tout ça? Tu vois? Donc, le sens, on a voulu le trouver dans la sensation. Et vivre, c'est ressentir, c'est pas que penser. Donc, on est là pour ressentir, pour explorer. Et comme ça, on harmonise chacune partie de nous par rapport à la vibration dans laquelle on est, par rapport à... Comme si... Tu sais, c'est comme si on était un énorme oignon, tu vois? Ouais. Un énorme oignon. Et ça ressemble un peu au fait de vouloir, on rentre dans une salle de cinéma, ou si on veut être un peu plus moderne, c'est un grand métaverse Mm. où on vient vivre des expériences avec son avatar. Absolument, parce que regarde, nous n'avons jamais rien créé qui n'est pas une copie de ce qui existe déjà dans l'univers. Mm. Donc, quand on a commencé à parler de métaverse, c'est uniquement parce que on est déjà dedans. Quand on a créé les jeux vidéo avec un personnage qui doit monter des levels, c'est
une allégorie de la vie humaine, du cycle d'incarnation. Parce que tu meurs et puis tu meurs et puis tu as encore une autre vie, puis tu peux continuer à faire le niveau que tu étais en train de faire. Mais c'est exactement ce qui se passe dans les cycles d'incarnation. Nous n'inventons rien. Nous ne faisons que reproduire, puisque toutes les idées, toute l'inspiration vient de la source qui nous a mis tous. Et vu que on a tous la même essence, eh bien forcément, ça nous parle à tous. Oui, il y a même un physicien américain qui est en train d'essayer de monter tout un système pour prouver qu'on est dans une matrice parce que la matrice a des bugs au niveau quantique. C'est comme un peu dans les anciens jeux vidéo, quand tu te tournais rapidement, le décor n'avait pas le temps de se construire. Et voilà, il veut démontrer ça au niveau quantique. Et je trouve que c'est une belle réflexion, parce que déjà, réflexion, hein, c'est réfléchir la lumière. Nous, on réfléchit, on essaye de réfléchir la lumière. Et parfois, ben, on l'a tort. Mais il y a des bugs, en effet, dans la matrice. Mais la matrice, tu sais, c'est devenu de nos jours un mot qui est peut-être à connotation négative, alors que, par exemple, si on prend la matrice de la nature, de la mer, rien de négatif là-dedans. C'est simplement l'expression pure dans la matière des lois universelles issues du grand principe de cette source-là, qui s'exprime, en fait, en action. Mais il y a en effet des bugs, puisqu'à partir du moment où tu prends la lumière source et que tu la déplaces, tu crées des ombres, tu les tires, tu crées de la friction, tu crées des formes, et bien tu crées de la résistance, tu crées de la dualité. Mais la dualité, c'est pas forcément mauvais, c'est juste quelque chose d'imparfait pour pouvoir libérer les chemins d'expression qui te ramènent justement à la conscientisation du parfait. Et dans ces chemins d'expression, il y a la Terre, par exemple, qui a été elle-même une création d'une idée parfaite qui n'est pas non plus parfaite dans sa création. Et à l'intérieur et au-dessus de la Terre, en effet, il y a des bugs dans la matrice. D'ailleurs, il y a des bugs qui sont très connus, mais qu'on ne prend pas pour des bugs. Mais par exemple, le triangle des Bermudes. il y a des espaces comme ça qui caractéristiquement parlant, ont des bugs. Ça veut dire qu'ils ont vraiment une particularité où les espaces-temps, par exemple, ne sont pas bien coordonnés. Et donc, on a eu des histoires de dingue, peut-être dans les triangles des Bermudes, qui ressemblent à des mythes. Mais ça vient de ce que veut trouver ce chercheur. Alors, par exemple, de la source, on va commencer à se manifester, on va commencer à avoir une âme qui va commencer à se matérialiser dans un corps. Alors, je crois qu'on passe de minéral, végétal, animal et ensuite humain et peut-être d'autres dimensions. Et donc, on va expérimenter. Et quand on termine cette vie, on revient, si on n'a pas réussi à trouver la source qu'il y a en nous, on revient avec une nouvelle incarnation pour retravailler. Comment tout ça, tu le vois? Déjà, quand tu arrives à l'âme, rien que le petit parcours que tu as dit est déjà très rapide, parce que tu ne deviens pas une âme et après tu densifies juste après avoir Ouais. quitté la source. La source est un rayon, on va dire un faisceau lumineux blanc qui se fractalise sur un prisme, qui devient les rayons de l'arc-en-ciel. Donc tu deviens finalement, la première chose que tu deviens, c'est une couleur, une note, une vibration, quelque chose qui émane de ce prisme des couleurs. Clouc. Et une fois que tu es là-dedans, tu fais déjà partie d'un certain code, d'une strate, d'accord? Et dans cette strate, déjà, tu peux explorer. Si on pouvait voir vraiment toutes les couleurs, on verrait qu'il y a dans l'univers, c'est pas noir, il y a du vert, du orange, du violet, il y a toutes les couleurs. Et tout ça, ce sont des intelligences non formelles qui participent à toute l'intelligence du grand principe en action. Donc, tu n'es pas obligé forcément de devenir une âme qui va finir s'incarner. Tu as aussi tout un autre travail dans la mécanique des sphères, dans tout ça. Rien que pour créer des atmosphères, rien que pour créer l'impulsion. Donc, il y a tellement d'entités différentes et d'actions différentes qu'on ne pourrait même pas en faire un atlas, tellement c'est vaste. Mais mettons qu'il y a quelqu'un qui veut faire le chemin pour venir jusqu'ici. Alors oui, de par ces premières divisions, tu vas de plus en plus toi-même te diviser, te fractionner pour pouvoir un jour approcher, on va dire, une strate de matière. Mais
rien que ça t'a demandé de passer à travers d'autres êtres qui, eux, t'ont permis de te diviser et qui t'ont permis aussi de diriger ton courant vers une strate. Rien que ça, on est passé par des très, très, très grands êtres, des grands ensemenceurs qui n'ont pas vraiment une forme comme nous, mais qui nous ont permis de revêtir, on va dire, une certaine densité pour nous diriger là où nous, on se sent appelé. On va dire ça comme ça. C'est très vaste et bien sûr, on n'a pas de mental à ce moment-là, mais c'est comme ça. On va dire c'est la loi des affinités qu'en action. Et à ce moment-là, rien que à ce moment-là, là, tu commences à aller, on va dire, dans le champ dans le champ de la matière. Mais juste déjà pour rapprocher le champ de la matière, il y en a beaucoup qui restent au niveau d'abord de l'atmosphère, de la magnétosphère, etc., etc., avant même d'incarner le règne minéral, puis le règne végétal, puis petit à petit le règne animal, et enfin la forme humaine, qui elle est censée être, pouvoir se perfectionner. Il y en a aussi qui vont dans les règnes qui sont indépendamment dans une autre relation avec la matière, comme on les connaît, les élémentaux. Tu vois, ils ont une autre accroche à la matière, puisqu'ils sont la matière spiritualisée. Ça veut dire qu'ils travaillent non pas avec la forme de la matière, mais avec l'éther de la matière. Tu vois. Et donc, à ce moment-là, suivant notre parcours et notre volonté supérieure, puisque nous ne faisons qu'exprimer la volonté supérieure de la source à travers nous, nous pouvons venir, en effet, pour un cycle d'incarnation en tant qu'humain, après tout ça, et puis commencer les apprentissages de ce qu'est un humain, c'est-à-dire un être perfectible qui a reçu le privilège, de par son perfectionnement, de recevoir directement les principes de la source et d'en être potentiellement le principe d'expression, donc dans l'intelligence et dans la création. Parce que même si un animal, c'est un principe d'expression de la source, il sera limité dans l'expression et dans la création. Que l'humain, lui, il doit ouvrir ce potentiel en lui pour justement développer les principes d'expression de la source et de création, ce qui fait qu'il va devenir de plus en plus proche de sa propre essence. Et dans tout ce qu'il va semer, dans tout ce qu'il va créer, il va se rapprocher finalement de sa nature véritable. Mais ça, c'est un long parcours de plusieurs incarnations humaines, je présume, parce Oui. que on peut avoir eu un grand nombre de vies avant de faire le chemin vers la source. Ça dépend parce que, tu vois, par exemple, ça dépend de chaque sphère, parce que si tu viens sur la Terre dans une période où, justement, les âmes, elles sont dans une grande, grande période involutive, comme c'était notre cas pendant très longtemps sur la planète ici, là, on en sort. Mais on a été dans une grande période involutive. Ça veut dire que les humains, là, ils en sont ici parce qu'en fait, ils ont juste oublié qu'avant, ils savaient très bien d'où ils venaient. Ils savaient très bien quelle était l'essence même de leur nature d'être ici. Et puis, il y a eu une grande période involutive où chaque étape l'a fait un petit peu s'engluer encore un peu plus dans la nature et puis dans la matière surtout. Et l'a fait se détacher même de l'existence, parfois même de son âme, de savoir que en fait, tu n'es pas un corps de matière. Et donc, toute cette période involutive a pu être en effet un cycle d'incarnation. Et donc, on pourrait se dire, bah oui, mais comment il a pu évoluer dans tout ce cycle? Donc, ça dépend de la sphère, ça dépend où elle est dans son histoire. Et donc, ce n'est pas qu'une question individuelle, parce qu'on a pu venir et participer à ce cycle involutif, parce que lui-même, il devait servir à l'humain pour pouvoir profondément développer d'autres outils, parce que du coup, il a développé beaucoup son outil cérébral, enfin, peut-être un peu trop, mais il a beaucoup, beaucoup développé. Il a perfectionné cet outil-là, cet outil qui lui a permis beaucoup de choses. Mais aujourd'hui, il doit re-rentrer dans une autre phase, en tout cas pour notre histoire à nous. Donc, on ne peut pas parler de nombre d'incarnations parce que déjà ici, c'est une révolution solaire quotidien. Voilà, c'est toutes les 24 heures. Ça n'a rien à voir sur d'autres sphères. Et puis, notre temps ici, il est limité. Tu vois, on vit à peu près 70-80 ans ici. Et peut-être que dans une autre sphère, c'est 300 ans, et qui ne sont pas comptés pareil. Du coup, c'est très, très relatif ce qu'on dit là. Mais on pourrait dire, pour simplifier les choses,
que oui, ici, une fois qu'on est pris dans la matière, tu es pris dans la loi de la matière. La loi, la grande loi qui se traduit dans la matière. Et la grande loi qui se traduit dans la matière, c'est que la dissonance que je crée un faisceau, ouvre quelque chose qui va revenir à moi et que je devrais réharmoniser, rééquilibrer. Et tout ça, ça constitue mon apprentissage. Et tant que je suis dans la déviation de ma propre énergie, quelque part, je vais me créer des difficultés inconsciemment. Mais c'est ce qui va me permettre de me connaître et ensuite de comprendre que ces difficultés me permettent de réharmoniser mon image avec ce que je suis pour de vrai. Et enfin, me comprendre et prendre conscience de c'est moi qui ai dirigé toute cette énergie-là. Donc finalement, c'est moi qui va aussi créer mon avenir. Et c'est moi finalement qui crée l'avenir de ma planète. Et c'est moi qui va me sortir de là où je suis, puisque c'est moi qui a voulu venir ici. Et oui, ça, c'est un peu, on va dire, l'image globale d'un cycle d'incarnation, la matière. D'accord. Et donc, quand tu finis un premier cycle, tu perds donc ton corps physique, mais tu gardes quand même tes bagages. Et tu vas venir, entre guillemets, revenir pour essayer de travailler ce que tu n'as pas réussi à apprendre. Ce que tu appelles un premier cycle, là, c'est une première vie. Oui, une première vie, par exemple. Tu finis ta vie. Alors moi, ce que j'appelle un cycle Ah d'incarnation, c'est l'ensemble des vies. ah oui, L'ensemble oui, des vies. d'accord. Non, non, moi, je suis, tu vois, plus modeste, hein. Ah oui, d'accord. Moi, je parlais vraiment de l'ensemble des vies. Parce Voilà, que oui, si... oui. Ouais, Donc, c'est un peu un cycle chez les bouddhistes, c'est un peu le cercle du samsara, c'est-à-dire tu tournes, tu tournes, tu tournes jusqu'au moment où tu comprends que tu es la source et tu, euh, et tu atteins la libération. c'est ça. Mais en fait, on tourne, mais on est plutôt dans une spirale ascendante. Tu Mm. vois. On tourne, on réapprend les mêmes choses, mais sur un niveau toujours plus élevé, plus élevé, plus élevé, plus élevé. Donc, on fait toujours les mêmes leçons, mais on apprend toujours un autre niveau, puis un autre niveau, puis un autre niveau, jusqu'à temps que l'on se voit. C'est ça, ce qu'on appelle l'éveil, mais c'est simplement se voir. Je Mm. me vois, je vois la conscience, en fait. Et la conscience, c'est ce que je suis. Donc, finalement, je ne suis plus ce que je crois être, ce petit moi-là. Et si je ne suis plus ce petit moi, je ne me raconte plus l'histoire. Je ne suis plus celui qui est en difficulté, la victime à qui tout arrive, etc. Je suis plutôt celui qui est en train d'apprendre. Et je suis l'instrument d'une intelligence beaucoup plus vaste qui cherche à se connaître. Et si je suis l'instrument, ben, je suis aussi celui qui peut s'accorder. Et donc, ça change totalement la compréhension et la façon de voir sa vie de tous les jours, hein. Parce que là, quand on commence à dire, on est là en apprentissage, ce qui m'arrive, c'est quelque part mon chemin et c'est souvent moi qui l'ai demandé, de façon à retrouver son origine. C'est-à-dire, on pourrait presque résumer que tout ce qui est perçu n'est pas moi, c'est celui qui perçoit qui est réellement moi. Moi, mon petit moi perçoit ce qu'il est capable de comprendre. Donc finalement, ce qu'il perçoit, c'est toujours sous le prisme de sa propre compréhension. C'est-à-dire, c'est l'observateur qui perçoit la vie du petit personnage. C'est ça. Dans une première phase, regarde, parce que là, tu arrives sur une planète où bah, on est encore en train de parler de ça, parce qu'en fait, finalement, il y a beaucoup de gens qui ne croient pas du tout, pour qui bah, c'est des balivernes. Moi, par exemple, je sais quand je reçois encore des réflexions qui sont comme si, tu sais, je suis manipulée par des forces astrales. Parce qu'en fait, il y a beaucoup dans notre truc de mythes, de croyances, et puis on mélange tout, et puis vu qu'il y a eu des vérités dans les quatre coins du monde, et ben on reprend des mots d'ici, puis de là, puis on comprend pas. Et puis au lieu de chercher à connaître la vérité qui est une, on oppose les vérités qui sont multiples et qui sont devenues parfois erronées. Et on en est encore là, à essayer de comprendre qu'on est juste la source individualisée. Étant donné que les égos sont très forts, on veut savoir absolument qui est le meilleur, qui est machin, qui est quoi. Et c'est quand même ce qui est le plus difficile à supporter dans cette planète, ce qui est le plus difficile à vivre, c'est parce que du coup, ben, ça nous amène à chercher notre place.
Ça nous amène à nous battre pour vivre et ça nous amène à croire que la vie, c'est un combat. Mais si maintenant tu viens sur une planète où les gens, ils ont compris ça. Et puis, on va dire au petit Philippe, on va dire ah, bienvenue Philippe sur cette planète, bienvenue parmi nous, bon retour parmi nous. Bon, bah, c'est super, c'est ce courant de vie-là qui est revenu s'exprimer ici. On ne sait pas ce que tu as envie d'explorer dans ta vie pour cette vie-là, mais on va tout faire pour t'aider parce que ben, en toi, tu portes des courants, tu vois? Et c'est pour ça que dans une époque plus reculée, on savait par exemple quelle porte des étoiles Philippe avait pris, parce qu'en fait, c'est ce qui compose les énergies de Philippe, ben, c'est ce qu'il allait choisir comme axe de vie. Et s'il s'alignait avec ça, eh bien, il pourrait justement vibrer ce qu'il est, puisqu'en fait, on vient pour amener des choses aussi, pour permettre des choses, parce qu'on est vraiment une grande équipe. Et tous ensemble, on se permet. Et tous ensemble, on peut créer des choses, on peut s'harmoniser, on peut activer chez les uns et chez les autres des choses. Tu vois, c'est comme s'il y a un arbre qui va faire de l'ombre, bah, ça va pouvoir permettre à une espèce de fleur de pousser qui ne peut pas avoir la lumière directe. Et donc, on se permet tous de s'harmoniser les uns entre les autres. Et ça nous permettrait justement de pouvoir directement écouter tout ce qui nous anime, plutôt que d'être dans une espèce de néant, de devoir chercher dans le noir ce que je suis. On lui dirait tout de suite à l'être qui arrive que bah, tu es un des courants d'expression de la sphère qui nous accueille. Qu'est-ce qu'elle va te dire à l'intérieur de toi? Tu auras envie d'aller toucher quoi? Tu auras envie d'apprendre quoi? Parce qu'on en a besoin de ce que tu as envie de faire. Et on aurait pu voir un être comme Nikola Tesla et dire waouh, tu es tellement passionné par les forces magnétiques et électriques, c'est parce que tu es venu nous apporter quelque chose. En fait, tu es venu directement diriger sur toute notre humanité les rayons de ton savoir. Tu vois? Ça serait merveilleux quand même d'en être là. Ça viendra petit à petit. Et donc, il y a une multitude, comme tu disais, de mondes, de vies qui se cherchent et qui s'expriment. Tout ça pour que la source comprenne son potentiel. Oui, après, il ne faut pas voir la source d'une manière humaine, hein. Ouais, C'est un principe. D'autre part, oui, ça me rappelle un peu une histoire indienne où tu avais un sage qui n'était pas encore réalisé, mais qui avait acquis des pouvoirs magiques. Et ces pouvoirs magiques, c'était bien sûr de se passer de manger et de pouvoir rester en catalepsie autant de temps qu'il voulait. Et son deuxième CDI, c'était de contrôler totalement ses rêves. Et agacé par cette vie, il demande à ses élèves de l'emmurer dans une grotte, ce qu'ils font, et ils rentrent dans cet état de catalepsie, et il commence à créer son rêve. Et il crée un paradis super et tout, et puis c'est génial, mais 1000 ans après, il commence à s'ennuyer. Donc il dit, ce serait bien peut-être que je mette un méchant. Donc il commence à mettre des méchants, et puis là, il mène des batailles incroyables, c'est superbe, il est victorieux, mais il est toujours victorieux, il commence à s'ennuyer. Il se dit, en fin de compte, ce que je préfère, c'est recréer un monde où il y a des méchants, mais j'oublie que c'est moi le créateur. C'est Ça me une fait très, penser très un peu. belle. Bah, c'est une belle analogie de tout, parce que c'est vrai que ici, tu vois, par exemple, étant donné qu'on ne voit pas, qu'on est l'expression des courants de vie, on ne voit pas que la difficulté n'est pas une occasion à souffrir, pour souffrir. La difficulté est une occasion de trouver la ressource dans la source. Donc, dans la difficulté, j'ai une porte qui s'ouvre pour trouver une ressource que je n'aurais pas été chercher si cette chose-là ne m'arrivait pas. Et donc, finalement, les difficultés sont tout autant d'occasions de nous perfectionner. Parce que si on avait, si tout allait bien, finalement, mais qu'est-ce qu'on ferait? Ben, on ferait rien. On ferait rien, on se perfectionnerait pas et on n'essayerait pas justement d'ouvrir à l'intérieur de nous des choses des strates, quelque chose qu'on n'aurait jamais touché avant. Et c'est aussi pour ça que, regarde, par exemple, tout bête, tous ceux qui essayent, on va dire, de la médecine traditionnelle, quand vraiment ils ont utilisé toutes les cartouches, ils se dirigent vers la médecine pas traditionnelle. Ils se dirigent tout de suite vers le monde un petit peu plus subtil, parce qu'ils ont tout épuisé.
Donc finalement, si s'était jamais retrouvé dans cette situation-là, est-ce qu'il se serait intéressé à d'autres moyens de guérir? Ben, jamais. Donc ça nous pousse à découvrir les choses, à découvrir l'univers, à découvrir tout. Mm. C'est justement la difficulté qui fait qu'on peut découvrir les choses. Donc il faudrait même pas souhaiter dans sa vie, oh bah moi j'ai une vie où j'ai aucune difficulté, où j'ai rien. Bah si tu veux, mais pourquoi t'es ici? Parce que tu vas apprendre quoi en fait? La difficulté, ça veut pas forcément dire que tu dois être amené à souffrir, mais tu peux avoir l'occasion justement de faire preuve de patience, par exemple. Une patience que tu n'aurais jamais pensé avoir. Et ça, je pense par exemple à tous les parents qui viennent d'être parents. Si on savait à quel point il faut de la patience pour avoir un bébé, hein, bah, on ferait peut-être pas. Mais vu qu'on est sur le coup, on est bien obligé. Donc du coup, on trouve la ressource à l'intérieur de nous. Et c'est ça qui nous permet de nous perfectionner, de se dire, mais en fait, je ne suis pas ce que je pensais être. Je suis toujours plus que ce que je pensais être. Donc, je suis limitée par ma propre conception que j'ai de moi-même. Et donc, la difficulté me permet de grandir, en fait. Ça me permet d'avoir justement une autre conscience et de m'élever à la conscience. Et c'est pour ça que la conscience m'a formée et m'a individualisée pour se connaître. Parce qu'en fin de compte, la souffrance vient qu'on pense qu'on est ce corps, qu'on pense qu'on est ses pensées, qu'on pense qu'on est cet ego. La Euh, souffrance, c'est la non-acceptation de ce qui est. La souffrance, elle a plusieurs origines parce qu'en effet, elle peut être psychique, mentale, émotionnelle ou physique. Mais disons que la racine, elle est toujours la même. Elle vient d'une dissonance, puisque une difficulté ne veut pas forcément dire être en souffrance. Donc d'abord, une souffrance, c'est avant tout un manque d'amour, puisque je n'accepte pas ce que la conscience me montre. Je le rejette ou je m'y oppose. Et je nourris l'opposition et ça me fait une friction puisque je nourris cette opposition. Parce que si je continue à vouloir avancer sur le mur, mais le mur, il va me faire mal à un moment donné. Et c'est ça quand, par exemple, j'entends, mais je me bats contre la maladie. Oui, mais la maladie, elle n'est pas là pour que tu la battes. Elle est là pour que tu l'acceptes. C'est-à-dire que c'est à ce moment-là où tu te refondras dans cette acceptation, où tu ouvriras la guérison. Mais tant que tu cherches à te battre contre toi-même, contre une part de toi-même qui est venue t'apprendre quelque chose, finalement, tu es toujours en train de nourrir cette dualité qui est en train de te créer justement une souffrance. oui, parce que généralement, quand on a quelque chose qu'on aime, on le veut. Quand on a quelque chose qu'on n'aime pas, on le rejette. Et si c'est neutre, on s'en fout. On est toujours, c'est j'aime, j'aime pas, je m'en fous. Bah, si tu veux, on a le grand principe en action. Et nous, on pense qu'il y en a le choix entre aimer et pas aimer. Mais c'est pas du tout ça. On ne demande pas d'aimer la maladie, on ne demande pas d'aimer la difficulté, on ne demande pas d'aimer tout ça. On demande d'entrer dans la conscience. On demande du coup de rentrer dans la neutralité. Ce n'est pas teinté de bien ou de mal, c'est comme ça. Donc, est-ce qu'on peut trouver cet espace de neutralité en nous pour pouvoir justement être apte à entendre ce que la conscience a à nous dire et à nous apporter et à nous faire justement vivre? Donc, je vis ce que je suis censée vivre et je n'ai pas besoin de me dire, oh, je suis obligée d'aimer ça ou je n'aime pas ça. Parce que finalement, c'est nous qui sommes bipolaires comme ça. J'aime pas. Mais il y a des Ouais. nuances, tu vois, et on doit entrer dans cet espace de neutralité. On n'est pas obligé de juger tout le temps. C'est ça, hein, le manque de neutralité, c'est le jugement. Ah, j'aime pas elle. Non. En fait, on peut très bien ressentir pas d'affinité avec une personne, et pourtant, bah, on s'en fiche de l'aimer ou pas. Et pourquoi on serait obligé de poser comme ça un jugement tout de suite? C'est qu'on peut rester dans une neutralité. Je vois ses agissements, je ne cautionne pas ses agissements, mais je reste dans une neutralité parce que je sais qu'il est l'expression d'un courant. Par contre, je peux moi aussi exprimer un courant. Je suis pas obligée de m'opposer. Je peux simplement m'exprimer. Ici, on a du mal avec ça parce que on pense toujours qu'il faut s'imposer, il faut débattre. Pourquoi on est obligé de se battre? Pourquoi on débat? Si simplement on pouvait s'exprimer
on s'exprime ensemble. Ça éviterait qu'il y ait deux parties qui s'opposent. Parce que finalement, dans les deux parties qui s'opposent, les deux ont raison. Les deux ont raison dans leur perception. Donc, est-ce qu'on ne pourrait pas harmoniser leur perception plutôt et faire une unité au lieu de rester en dualité et de faire un débat? C'est pour ça qu'on pourrait rentrer, chacun pourrait rentrer dans une neutralité et être l'expression du courant, mais pas rentrer forcément dans l'imposition du courant. Et c'est ça pour permettre une fraternité. C'est ça la fraternité, c'est de permettre que chaque expression du courant peut venir teinter justement pour avoir un prisme plus étendu de la vérité. Moi, j'entends des fois, ah ben moi j'ai ma vérité, chacun a sa vérité. Non, non, il n'y a qu'une vérité. La vérité, elle est une, elle est unique. Mais il y a des multiples prismes de la vérité. Je reflète la vérité, mais selon mon prisme. Donc forcément, je vais dévier un petit peu la vérité. Je vais dévier parce que je ne suis pas parfaite. Je suis qu'une expression qui est en train d'apprendre. Donc je suis une expression, un reflet de la vérité. Ça me rappelle aussi effectivement une autre histoire où celle d'un roi indien avait mis un éléphant au milieu de son palais et il fait rentrer 3 aveugles de naissance et il fait toucher la trompe à un, il fait toucher l'oreille à l'autre et la queue au 3e. Et donc il touche et puis à un moment le roi dit alors c'est quoi un éléphant? Ben, un éléphant, celui qui avait touché l'oreille dit mais c'est plat, c'est grand. Et l'autre, il dit, mais non, t'as rien compris. Celui qui avait la trompe, il dit, c'est comme des bras, mais très forts. Et l'autre, il dit, mais vous avez rien compris du tout. C'est poilu, parce que celui qui avait la queue, c'était poilu. Ils se battent. Et en fin de compte, ils avaient tous raison et tous tort à la fois. Exactement. Et souvent, on a des vues partielles, effectivement, et il faut revenir à... Parce que si on avait rassemblé les trois, Voilà, on aurait peut-être mieux perçu ce qu'était l'éléphant. tout à fait. Bon, mais écoute, Lucie, merci de ton temps. Et puis, de nous avoir un peu éclairé sur ce sujet qui est extrêmement vaste. On a pu le survoler. Et puis, ben, écoute, peut-être à bientôt sur d'autres sujets. Ça marche. Merci beaucoup, Philippe. Merci pour ta présence. Merci à toi. À bientôt. Ciao, ciao. À bientôt. L'Association des Nouveaux Mondes, c'est aussi un site, des programmes d'événements, des annonces partenaires. C'est surtout un lien entre nous.